Les 5 bonnes raisons de lire. Point de suspension, retour à la ligne. Ah, ça va être super! Coucou, je n'ai aucune foutue idée de ce que je suis en train d'écrire. Liu Cixin, sa vie, son œuvre, sa portée politique. Non, pour la dernière, et même pour la première d'ailleurs, je raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, on va juste parler de sa trilogie qu'il a rendue mondialement célèbre, c'est-à-dire Le problème à trois corps, qui comporte les 3 tomes suivants. Le problème à trois corps, La forêt sombre et La mort immortelle. Je rajoute aussi Boule de foudre, qui est un roman complètement déconnecté de la trilogie, en fait, parce que j'avais envie de lire un peu un roman indépendant de lui. J'ai pas encore lu le recueil de nouvelles qui est paru il y a pas très longtemps et qui s'appelle L'Équateur d'Einstein. J'étais censée le lire pour cette vidéo et finalement j'ai bien assez à vous raconter sans en plus ajouter les nouvelles. Peut-être que je vous en reparlerai un jour. Je vous promets que dans cette vidéo je ne vais pas spoiler. En revanche, je ne vous promets pas que vous allez sortir de ces lectures en ayant le niveau de physique d'un prix Nobel, ni d'ailleurs que vous allez aimer chaque minute d'édite lecture. D'ailleurs, je vous fais pas de promesses du tout. En fait, on va juste arrêter les promesses. Je ne suis pas payée pour faire des promesses. Je ne suis pas payée tout court. Putain. Bienvenue donc dans les 5 bonnes raisons de lire Le problème à trois corps de Liu Cixin. C'est parti. Première raison de la SF chinoise revisitée. Petit topo informatif / contextuel de la SF chinoise dans son ensemble. Et pourquoi est-ce que Liu Cixin s'en distingue tellement ? Alors, en barre d'infos, je vous mets des ressources, et notamment des bibliographies, en fait, de gens tout à fait compétents qui sont spécialisés en littérature chinoise ou dans l'ensemble, en fait, qui sont des sinologues, et qui vont, en fait, vous expliquer de manière bien plus docte, renseignée et pertinente que moi, pourquoi, enfin c'est quoi la littérature chinoise, qu'est-ce qui se passe dans la littérature chinoise, l'histoire de la littérature chinoise, notamment de la SF. Alors pour les grosses feignasses qui ont aucune envie de consulter les dites ressources, vous devriez avoir mais tellement honte. Du coup, je vous fais un résumé maintenant. La science-fiction chinoise appartient à la catégorie littérature populaire. Et en fait, elle est distinguée puisqu'il y a 2 autres grandes catégories de littérature. Il y a les œuvres de propagande chinoise et il y a les œuvres destinées aux intellectuels. Et enfin, il y a la littérature populaire qui est tout à fait foisonnante. Il y a énormément de sous-catégories, on va dire, dedans, de types de genre, de type, etc. Et alors, la SF, telle qu'elle est actuellement, elle est plus ou moins née au courant de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle est née puisque les auteurs de romans plutôt, d'arts martiaux ou des œuvres avec des valeurs morales très fortes ont commencé à s'inspirer de la fantasy et de la SF occidentale pour chorégraphier les combats. Et donc cette espèce de syncrétisme entre une espèce de vivacité corporelle, une narration qui fait vraiment la part belle aux scènes d'action, aux combats presque cinématographiques et la littérature, arts martiaux, valeurs morales, etc., ça donne plus ou moins ce qu'on peut appeler l'ASF chinoise maintenant. Alors attention cependant, parce que l'ASF chinoise et en fait la littérature populaire dans son ensemble actuellement en Chine, elle est en train de changer à toute vitesse. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle est en train de changer à toute vitesse ? Parce qu'Internet. Internet, ça permet 2 choses. La première, c'est de pouvoir diffuser ses œuvres, enfin ce qu'on écrit soi-même de son côté à un grand nombre de personnes, sans passer par la catégorie censure, puisque comme du coup il n'y a pas de travail éditorial dessus, il y a quand même des libertés bien plus grandes qui sont accordées aux auteurs, ou en tout cas aux aspirants auteurs. Donc tout ce pan de web littérature est désigné par le terme light novel. On reviendra un petit peu après sur cette question de light novel, parce que vous allez voir que c'est un lien direct avec le problème à 3 corps. Mais d'abord, un petit rétro-pédalage. La SF chinoise, dans son ensemble, elle est très bien reçue par les institutions chinoises, quoi. Parce qu'en fait, elle s'inspire directement des lignes directrices du Parti communiste chinois et a toujours tendance à dépeindre la Chine comme étant l'utopie versus le reste du monde qui, pour le coup, à ce moment-là, est mis en scène plutôt dans des œuvres dystopiques. En tout cas, la partie qui les concerne,
donne vraiment pas envie. Donc, de manière tout à fait rapide et assez peu subtile, on peut dire que la SF chinoise va dépeindre tout ce qui se passe en Chine, ou va en tout cas dépeindre la Chine comme étant scientifiquement plus avancée, technologiquement plus avancée, moralement aussi plus avancée. Et donc ça a donné un peu lieu au concept de Chine-monde. Encore une fois, je vous renvoie à la biblio dans la barre d'infos. Autre point important, et là je reprends l'expression de Loïc Aloisio, la SF chinoise en fait comprend des segments didactiques. C'est ça la formule d'Aloisio. Des segments didactiques en fait qui sont des sortes de morceaux de cours qui ont vraiment une visée pédagogique. Donc la SF, je pense que là vous commencez à voir où je veux en venir, s'adresse majoritairement à un jeune public pour lui apprendre des choses, pour en fait le guider. Dans ce genre d'œuvre, il est tout à fait courant de rencontrer la figure d'un jeune qui est ignorant, à qui un sage, vraiment plus âgé, va dispenser connaissance et sagesse. Et d'ailleurs, ce processus de segments didactiques et de personnages beaucoup plus avancés, plus sages, qui va amener des connaissances, on le retrouve d'ailleurs dans Liu Cixin, dans une certaine mesure. Donc en fait, il y a quand même un héritage de la SF, bien que, et c'est une super transition, bien que Liu Cixin s'en distingue. Et vous alliez justement me poser la question de « Et Liu Cixin dans tout ça, Noémie ?» Et j'arrive. Eh bien, Liu Cixin, je pense que vous avez commencé à le deviner, a commencé sa carrière d'auteur avec des light novels. Et c'est justement ces light novels qui ont rencontré une popularité très grande, avec beaucoup de visites, beaucoup de clics, beaucoup de partages, qui ont attiré l'attention des éditeurs qui lui ont proposé fatalement une publication. Et oui, qui dit nouveau modèle de diffusion, dit nouveau modèle économique. Et l'industrie éditoriale allait clairement pas passer à côté de ça. Côté édition chinoise papier, il y a une décision tout à fait intéressante qui a été faite. Ça a été de publier initialement Le Problème à trois corps sous la forme d'un feuilleton. C'est-à-dire que semaine après semaine paraissent les chapitres, mais pas dans l'ordre qu'on les a, nous, dans l'édition occidentale. Alors ça, en fait, c'est un peu pour éviter de froisser les instances de censure, puisque l'œuvre Problème à trois corps, le premier tome, s'ouvre sur la révolution culturelle et ses différentes exactions, quoi. Donc l'idée, ça a été de le camoufler un peu plus loin dans l'ouvrage et de commencer, on va dire, plus directement en skippant toute la partie révolution culturelle. À ce sujet, je vous renvoie aux différentes interventions de Gwenaël Gaffric, le traducteur français pour Le Problème à trois corps, qui explique beaucoup mieux que moi cette question de feuilleton et cette question de changer l'ordre des chapitres. Donc vraiment, allez jeter un œil, c'est tout à fait trouvable sur YouTube, il est très intéressant à écouter. Et du coup, j'en reviens à mon propos initial. De manière générale, Liu Cixin, il est beaucoup plus compatible avec la SF occidentale qu'avec la littérature populaire chinoise. C'est notamment pour ça qu'il s'est bien exporté chez nous, bon, très bien exporté chez nous. Ce qui conduit le Parti communiste chinois à opérer, on va dire, de bonnes campagnes de communication avec Liu Cixin. C'est du soft power, quoi. On a l'habitude avec les États-Unis. Deuxième raison, la question ouïghour. Il s'agit ici finalement moins d'une raison que d'un prétexte, parce que c'est très difficile de parler de la Chine et de Liu Cixin sans évoquer la question ouïghour. Les Ouïghours sont un peuple musulman qui vit en Chine et qui sont considérés depuis un bail comme des citoyens de seconde zone. Actuellement, ils sont déportés, enfermés dans des camps de travail, persécutés, stérilisés de force. Tout ça au nom, on va dire, de grands principes sécuritaires. Le rapport avec Liu Cixin, en novembre dernier, si ma mémoire est bonne, il a justifié publiquement les exactions commises à l'encontre du peuple ouïghour, avec vraiment des prétextes extraordinairement bidons, c'est-à-dire « oh non, c'est pour leur sécurité, aux Ouïghours », et pour leur donner une éducation, pour leur permettre de s'intégrer dans la nation chinoise, quoi. J'espère que ça vous rappelle de belles choses qui se passent actuellement en France, hein. On garde en tête, on n'oublie pas, c'est pas parce que ça se passe en Chine que ça n'existe pas chez nous. Hein, et ça peut paraître très étonnant venant de la part de Liu Cixin, sachant que, comme je l'ai dit auparavant, Le Problème à trois corps s'ouvre sur la révolution culturelle, qui
comment le dire, exécuté un nombre assez impressionnant d'intellectuels, les a envoyés dans des camps de redressement ou des camps de travail pour un peu annihiler complètement leurs pensées et les différents courants qui les parcouraient. Les horreurs commises durant la révolution culturelle ne sont pas du tout euphémisées dans le début du livre, puisque le père de la protagoniste est exécuté et elle-même est envoyée dans un camp de travail. D'ailleurs, le fait qu'elle passe du temps dans ce camp de travail et qu'elle y développe en fait des idées qu'on peut qualifier d'éco-terroristes vont créer en fait l'élément perturbateur, je vais y arriver. Donc du coup, on peut se dire, mais il est complètement incohérent le Liu-Cécine. Dans le problème à trois corps, il est en train de dire enfermer les gens dans les camps de travail, c'est pas ouf. Et puis ensuite, il justifie le fait qu'il faut enfermer les gens dans les camps de travail pour leur bien. Enfin, c'est complètement aberrant, on pourrait dire. Mais en fait, pas tant que ça. D'une part, c'est vrai qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un système qui, sous couvert de bienveillance et de sécurité, va faire passer les messages racistes les plus crasses et de voir des gens tomber dans ce piège-là, et aussi parce que c'est beaucoup plus confortable, moins dangereux, évidemment. S'opposer à un système aussi puissant, c'est dangereux. Et le deuxième élément qui rejoint beaucoup plus le pan littéraire de la force, c'est que, à mon sens, le problème à trois corps ne comporte pas de critique sociale. On est très très habitué dans la SF occidentale à avoir des messages politiques et à avoir une vraie critique sociale. Les modèles de la SF, les différentes sociétés qui sont montrées dans la SF occidentale, en fait souvent c'est pour pouvoir critiquer les sociétés contemporaines. Ce n'est pas le cas dans Liu-Cécine. Par contre, il y a une critique morale importante, mais pas une critique sociale. Et c'est ce qui pour moi explique pourquoi est-ce qu'il a des propos pareils sur les Ouïghours, mais qu'il n'a pas en fait dans le roman. Pour fermer ce point sur les Ouïghours, je vous informe que je vous mets de la documentation en barre d'infos ainsi qu'un certain nombre de pétitions que vous pouvez tout à fait signer. Je crois très personnellement pas vraiment au pouvoir des pétitions, mais ça donne l'impression quand même de faire quelque chose à part du boycott, à part donner pour des associations humanitaires qui peuvent aider, et encore. Donc voilà, informez-vous, on ferme ce point et on reprend sur le problème à trois corps. Troisième raison, des protagonistes perdus. Ce qui caractérise les personnages de Liu-Cécine, c'est je pense que ce sont les personnes les moins qualifiées du monde pour le job qu'il leur est assigné. Heureusement, ils sont entourés, ou finissent par être entourés, de gens qui sont quand même beaucoup plus informés et qui sont parfois très investis. Trop investis pour certains. Et j'ai très envie de faire un énorme big up à Ye Wense qui, clairement, dans le tome 2, n'a vraiment pas demandé à être là. Ye Wense, vous avez un plan pour sauver le monde? Rien, nada, que dalle. Walou, trouvez quelqu'un d'autre. Ye Wense, vous avez un plan pour sauver le monde? Bah non, toujours pas. Des os pas des os, quoi. Vous avez pas l'heure? Ye Wense, vous avez un plan pour sauver le monde? C'est toujours non. Par ailleurs, comment vous êtes rentré chez moi? Ye Wense, Putain, j'ai dit non, je n'ai pas de plan, foutez-moi le camp maintenant. Je vous avais bien dit que j'avais pas de plan, hein. Faut vous en prendre qu'à vous-même. C'est exactement pour ça qu'on est bien content d'avoir des personnages qui savent ce qu'ils font, qui connaissent les bails. Hein. C'est un petit peu, je trouve, vraiment le résumé parfait du tome 3. Pour le coup, on a une protagoniste qui va être baladée d'époque en époque, sans rien piper à ce qui est en train de se passer, en découvrant tout sur le tas, grâce aux personnes qui l'entourent et qui la guident et lui expliquent et lui montrent. Et elle va se retrouver à faire plein d'actions, comme ça, limite, sans avoir aucune idée de ce qu'elle fait. Vraiment, genre, il y avait des moments où j'avais envie de lui dire, mais genre, pose-toi copine, prends un café, établis un peu la liste des priorités, discute avec des gens, prends plus d'avis, parce que... Et non, elle a fait... Mais non, bah non. Enfin, quatrième raison. Eureka! Là, je vais vous parler de ce que je considère comme étant un gros point de fort pour de la hard SF. Oui, le problème à trois corps, c'est considéré comme de la hard SF. C'est qu'en fait, les postulats scientifiques qui sont dedans sont des vrais postulats scientifiques. Dans tous les cas, ils apparaissent comme tout à fait cohérents,
Bien que parfois ça va être des espèces de détournements basés sur le bon sens qui vont permettre de faire avancer l'intrigue ou qui vont motiver des découvertes scientifiques. Donc là, on est quand même toujours sur de la SF. On prend, on étire, on fait des globi-boulgas et on voit ce qui se passe. Mais du coup, puisque c'est cohérent et que on peut quand même rattacher assez facilement à ces postulats scientifiques qui existent, quand il y a les grandes découvertes qui arrivent, les grandes découvertes de ce bouquin sont souvent des grandes découvertes scientifiques ou une petite révélation narrative comme ça, mais en tout cas quand tout ça arrive, on n'est pas complètement dubitatif devant notre bouquin. Très personnellement, je trouve que l'effet cumulatif de la science, donc le fait que la science, c'est une succession de découvertes qui vont s'appuyer sur les découvertes précédentes et sur les différentes pensées, les échecs aussi, pour donner lieu à une découverte qui va pouvoir ensuite être utilisée, ou pas d'ailleurs. Mais en fait, du coup, je trouve que cet effet cumulatif, il est très très bien reproduit tout au long de la trilogie. Et je trouve aussi dans Boule de Foudre. Notamment dans les vécus perso des personnages, qui vont pas de suite faire attention à ce qu'ils viennent de voir, ou bien dans les tentatives scientifiques ratées, ou même quand elles réussissent, et qui ne font pas avancer l'intrigue de suite, mais qui vont servir plus tard. Et donc tout ça, ce sont vraiment de superbes fusils de Tchekhov qui sont alors complètement assumés par les différents narrateurs, qui vont avoir des expressions du genre je n'y ai pas fait attention, la pensée n'a pas mûri de suite, etc. Alors, il y a bien une faiblesse, au-delà du fait que Liu Cixin est vraiment pas très bon en termes de psychologie de personnage, autant en termes de relations, je trouve que ça va, mais le développement psychique, personnel de ces persos, je trouve que c'est vraiment aride, quoi. C'est un peu tristouille. Mais donc oui, la grosse faiblesse que je trouve, c'est quand justement ces grandes découvertes, ces révélations font partie du background du personnage, ou d'un personnage en tout cas, qui ne va pas nous l'amener au fur et à mesure. Et je trouve que c'est très symptomatique de la fin de Boule de Foudre, où on va avoir un personnage très proche du protagoniste et qui va avoir une importance capitale tout au long de l'ouvrage, qui va avoir une scène mais complètement ubuesque de, je sais plus, 5 ou 6 pages, mais vraiment c'est très long, où elle va juste raconter sa vie pour se justifier et expliquer pourquoi elle a fait ça. Alors je dis ubuesque parce que la situation telle qu'elle est, au moment où on la lit, ne se prête ni pas alors pas du tout au fait de raconter l'intégralité de sa vie, quoi. Et ce qui donne des trucs du genre pourquoi j'ai détruit la Terre. Pourquoi j'ai détruit la Terre? Je pense que pour comprendre, il faut vraiment se plonger dans mon enfance. Moi, j'ai vraiment été une gosse très solitaire, j'avais pas d'amis. Et je pense qu'à partir de là, j'ai un peu construit pour moi une fantaisie dans laquelle, puisque moi, j'avais pas d'amis, pourquoi est-ce que les autres, ils auraient des amis? Vous voyez un peu. Et cette espèce de sentiment d'injustice, je pense vraiment qu'il prend ses racines dans mon enfance. Que j'ai pas eu une enfance facile du tout, un modèle familial très compliqué, des parents absents et vraiment très très peu disponibles en fait pour l'exploration émotionnelle. Ce qui, bon, je le reconnais, m'a conduit à peut-être avoir certains comportements pouvant justifier mon exclusion, notamment à l'école primaire. Je me rappelle Nicolas Houchard qui m'a volé mon livre de Jojo Lapin. Je tenais vraiment beaucoup à ce livre, pas parce que c'était un livre spécialement, mais puisque dessus il y avait un petit lapin sur la couverture et je suis très très proche de la nature en fait. Je me sens parmi les miens, voilà quoi. Et donc il m'avait volé ce livre. Et du coup, je lui ai pété les rotules, je l'ai enfermé dans un... Oh, ça fait des bêtises d'enfant, quoi, mais un bidon de goudron, voilà, j'ai mis le feu. Finalement, quand j'y repense, c'est un bon souvenir, quelque part. Donc ouais, je pense vraiment qu'il y a une question de quête de reconnaissance. J'ai vraiment besoin qu'on croie en moi, qu'on me laisse m'exprimer. Vous voyez ? 5e raison, la physique quantique pour les nuls. La physique quantique, c'est un peu le grand principe que Liu Cixin va utiliser. Alors que ce soit dans Boule de Foudre ou que ce soit dans le problème à 3 corps. Et en fait, il va l'expliquer de 1000 manières, avec 1000 exemples, avec 1000 mises en situation, de sorte qu'à la sortie de la lecture, en général, on a compris les grandes lignes. Alors clairement, je suis pas en train de vous dire qu'en sortant de la lecture, on a un bon bagage en physique quantique. Ça reste quand même des principes qui sont tordus pour alimenter l'intrigue. Mais en tout cas, le principe de base, on commence un petit peu à le saisir et on comprend enfin c'était quoi le problème avec ce putain de chat. Le chat de Schrödinger.
T'as compris. Par contre, si vous n'avez jamais approché ces concepts de près ou de loin, je vous conseille fortement de commencer par Boule de foudre, qui est quand même, je trouve, un petit peu moins dur que le problème à trois corps. Parce que même si le problème à trois corps, c'est une trilogie qui est vraiment géniale, elle est dure. Et elle n'est pas seulement dure parce qu'on parle de physique quantique, elle est dure parce qu'il y a un foisonnement de problèmes politiques qui viennent en fait mettre des couches de couches de couches sur un truc qui déjà est pas facile. Boule de foudre, c'est bon, il y a de la physique quantique, mais il y a aussi des questions météorologiques. Grâce à Boule de foudre, je sais pourquoi est-ce que les tornades se forment. Et ça, les gars, c'est pépite. Je peux briller en société, je peux impressionner mes petits cousins, enfin ce genre de truc, quoi. Je suis refaite. Dans Boule de foudre, finalement, on va se débarrasser des problèmes politiques et des milliers de factions qui se tapent sur la gueule pour contrôler tel ou tel truc, ou pour détruire tel ou tel truc. On adore détruire des choses, pour en fait se concentrer sur un ou deux problèmes scientifiques. Et ça aide quand même un peu. Alors, ce qui aide encore plus, et qui est vraiment, vraiment présent dans Boule de foudre, après on comprend, hein, c'est un roman indépendant, tout seul, qui ouvre des choses, il doit les clore assez rapidement, alors que le problème à trois corps a vraiment le temps de s'étaler et d'être un petit peu plus subtil. Dans Boule de foudre, on a justement ces personnes très bien informées, dont je vous parlais auparavant, qui vont être des figures de génie, qui vont avoir des eureka et des waouh, c'était donc ça, magnifique, génial, tac, et qui vont permettre à l'intrigue de progresser vraiment en montant les marches deux par deux parfois pour aller plus vite. Donc bon, c'est un peu gênant, mais si on veut comprendre des trucs scientifiques, c'est pas trop mal. Je veux dire, le contrat est fait. Vous avez compris que Boule de foudre, je le trouve pas très crédible, même si je me suis beaucoup amusée pendant la lecture, mais pas très crédible. Donc, du coup, j'espère que ces 5 excellentes raisons vous ont donné envie de vous plonger dans le problème à trois corps, ou en commençant par Boule de foudre, c'est vous qui voyez. Si jamais vous l'avez lu, si vous l'avez pas aimé, si vous l'avez aimé, si vous avez genre des informations capitales et très pertinentes à apporter à la communauté, vous pouvez le faire dans l'espace commentaire, évidemment. Ou bien vous pouvez m'envoyer un mail en me disant à quel point est-ce que vous me trouvez formidable, je prends. Voilà, je suis pas payée, mais j'aime bien les compliments, donc n'hésitez pas à me faire des compliments. Genre, oh là là, qu'est-ce que tu parles bien, oh là là, Noémie, ton son il est de meilleure qualité. Là, je sais que vous seriez en train de mentir parce que j'ai toujours un son de merde. Du coup, je vous dis à tout bientôt. Et ben voilà, c'est fait.